Et ensuite, nous pourrons débuter cet entretien avec Monsieur Ponceau, pour qui j'ai un immense respect, un, un puits de connaissances, littéralement. Je pense qu'il n'y a pas meilleur mot pour décrire cet homme. Après, comme d'habitude, les amis, comment dire, ce sera toujours la même rengaine, on va dire, avec l'école 1 et l'école 2. C'est-à-dire que l'école animale, animal pur, on va dire, et l'école paranormale, hum, le débat sera toujours là. Donc, à vous de vous faire vos propres avis, comme d'habitude, sur ma chaîne. Ici, c'est un partage qui, pour moi, est censé être un partage universel, bien sûr, du moment qu'il y a un grand savoir, si on peut dire. Et ensuite, c'est à chacune et à chacun de se faire son propre avis. C'est ma façon de penser, c'est juste logique. Et je respecte totalement chaque école de pensée, du moment que la personne est capable de débattre en tant qu'adulte, calmement et avec passion aussi. C'est le plus important pour moi. Alors, en attente du lancement de la réunion par lot. Normalement, Monsieur Ponceau ne devrait pas tarder à arriver. Mais bon, en même temps, ça me permet un peu de parler avec vous. Je vais essayer de couper la parole le moins possible à Monsieur Ponceau. Parce que des fois, je me laisse emporter par mon excitation, ma hype, ma passion. Et je suis un peu comme un gamin avec plein de questions. Il faut que j'arrive à contenir cette excitation. Et à essayer de couper la parole le moins possible à Monsieur Ponceau. Pour avoir ses paroles les plus claires, clairvoyantes même, je dirais, possibles. Alors, déjà pour commencer, je tenais à vous remercier, Monsieur Ponceau, parce que j'ai j'ai vraiment écouté énormément de vos vidéos et de vos travaux. Donc, je suis vraiment, je vais pas dire un fan, faut pas abuser, hein, vous me connaissez, mais vous êtes comme un professeur. Je vous considère comme un professeur. J'aime énormément votre ouverture d'esprit sur les sujets des mystères de notre monde. Et c'est un honneur, c'est un immense honneur pour moi de vous recevoir. Ben, écoutez, c'est vraiment sympa de parler avec vous et tout, parce que j'aime beaucoup vos enquêtes et tout ça, parce que voilà, c'est rare en France. C'est le but, c'est le but. Et je vous rejoins sur ce que vous dites. C'est comme on dit, comme on a souvent dit, la France met du temps à... En fait, ce qu'il se passe aux États-Unis, on va dire 10, 15 ans plus tard, on le revoit en France. Sur les cryptides, c'est un peu différent parce que eux, ça fait vraiment des décennies qu'ils sont très 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 sérieux sur le sujet. Et en France, bon, ça commence à changer un peu ces dernières années, avec le sujet qui se démocratise un peu. Mais bon, on verra, on verra. Mais en tout cas, c'est un immense honneur pour moi. Je voulais aussi vous préciser donc comment ça va se dérouler et aussi évidemment vous dire que c'est vous qui êtes le patron, j'ai envie de dire, c'est pas moi. S'il y a des questions dont vous n'avez pas envie de répondre, vous me le dites, il n'y a aucun problème, c'est vous qui décidez. Il n'y a aucune limite de temps. Vous vous exprimez aussi librement que si vous étiez en conférence. C'est votre moment, c'est pas le mien. Et ensuite, après mes propres questions, j'aurai donc des questions de mes abonnés, parce que j'ai voulu les faire participer. Je leur ai dit que j'allais recevoir quelqu'un pour qui j'ai un immense respect et qu'ils pouvaient poser leurs questions. Donc certains ont posé des questions que j'ai notées, et donc je finirai par les questions des abonnés. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous accueillons Monsieur Ponceau, le professeur, je dirais même, étant donné que ses connaissances sur le sujet m'ont époustouflé. Et
il en faut pour m'époustoufler sur ces sujets. C'est la preuve claire, selon moi, de recherche assidue depuis longtemps et d'une vraie passion. Donc merci à Monsieur Ponceau pour cet échange que je qualifie d'exceptionnel, à mes yeux tout du moins, et je sais que ma communauté aussi. Passer ce moment avec vous et vous entendre nous partager votre expertise pardon, sur ces sujets fascinants, c'est précieux pour moi, pour la chaîne, pour la recherche même si on peut dire. Je précise aussi que la vidéo sur la chaîne Les Sentiers du Réel où Monsieur Ponceau apparaît est tout simplement passionnante. Énormément de questions que l'on pourrait se poser sont déjà abordées par Monsieur Ponceau sur la chaîne Les Sentiers du Réel. Donc je vous encourage les amis à aller voir cette vidéo, je vous mettrai le lien en description. Aujourd'hui, nous allons essayer de, de poser les questions qui reviennent le plus, on va dire, parmi la communauté, et aussi d'autres questions un peu plus isolées, je ne sais pas comment dire ça. Dans tous les cas, un immense merci à Monsieur Ponceau. Euh, je, je pense que on va pouvoir commencer avec la première question. Dites-moi si tout est bon pour vous. Ah, il n'y a pas de souci. Merci surtout à vous, Kim, de votre invitation. Ça fait vraiment plaisir. Merci aussi pour le travail que vous faites parce que on a vraiment besoin de cryptozoologues de terrain en France puisque le sujet est complètement tabou. On est dans une situation de blocage comme pour beaucoup de domaines spiritualité ou bien ça tourne autour. Donc, merci de faire ce travail sur ce sujet passionnant et très important. Avec plaisir, avec grand plaisir. Euh, alors, pour commencer, on va rentrer dans le vif du sujet avec une question que j'ai envie de qualifier de fondation, parce que c'est souvent sur cette question que les débats débutent. Euh, sur l'origine des cryptides, on va englober, on va pas citer une créature spécifique, mais on va vraiment dire les cryptides parce que c'est très vaste. Sur l'origine des cryptides, il y a deux camps qui s'opposent. Ceux qui penchent pour une explication paranormale ou occulte, et les personnes qui pensent que c'est un animal réel, tout simplement, non répertorié, mais qu'il n'y a strictement aucune composante paranormale. Euh, Quel est votre avis à vous? Où vous situez-vous par rapport à cette question et pourquoi? Très bonne question. Donc moi, je me situe vraiment dans les deux camps et je vais vous expliquer. Déjà, il faut bien comprendre que la Terre, et ça on va donner des faits scientifiques, euh, il y a plus de 90, pour certains 99% des espèces qui n'ont absolument pas été découvertes. Par exemple, pour vous donner un peu un exemple, en Corse, en 2023-24, des nouvelles espèces d'insectes ont été découvertes. Donc, en Corse, en France, et ça va beaucoup plus loin que ça. Au Vietnam, par exemple, il y a des nouveaux cervidés aussi qui ont été découverts, des nouvelles espèces de cervidés. En Amérique latine, des nouvelles espèces de serpents. En fait, il y a des découvertes d'espèces tous les jours. Le cas le plus emblématique, c'est le célocanthe, donc qui dans les années 30 était considéré comme éteint depuis plusieurs centaines de millions d'années. Sauf que il y a une scientifique sud-africaine, un scientifique sud-africain et une scientifique aussi, si ma mémoire est bonne, qui l'ont vu un jour sur un marché et qui ont vu en fait que le célocanthe était toujours était toujours présent. Donc ça, c'est un exemple vraiment typique. C'est comme par exemple le gorille. Il faut savoir que c'était un mythe jusqu'à ce qu'il soit découvert, de même que l'okapi, que beaucoup d'animaux comme ça. Et les études scientifiques expliquent que, voilà, on ne connaît que entre 1 et 10% des espèces. Après, bien évidemment, il y a beaucoup d'insectes et tout ça inconnus et encore
Certains font partie des cryptides puisqu'il y a des témoignages d'araignées géantes aux États-Unis, en Afrique et en Amérique latine. Mais pour dire, et c'est pas des araignées du reste, c'est des arachnides, mais voyez ce que je veux dire. Donc du reste, donc il y a donc on voit bien qu'il y a énormément d'espèces inconnues. Quand on creuse encore un petit peu plus le sujet, on se rend compte que il y a au moins 200 tribus qui n'ont eu aucun contact avec l'humain dans la jungle d'Amazonie et au moins 40 en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, il y a par exemple des photos qui sont sorties il y a une petite dizaine d'années où il y a un hélicoptère qui survole une tribu totalement inconnue à la frontière entre le Brésil et le Pérou. Donc, même il y a des personnes qui ont vu au Texas des tribus probablement inconnues d'Amérindiens et tout ça. Donc, il y a des humains, Homo sapiens sapiens, qui n'ont pas encore été découverts. Donc, avec ça, c'est très clair qu'il y a des animaux inconnus. C'est même pas la peine de faire une démonstration scientifique pour le voir. Et Ça a déjà été prouvé, notamment le sélacanthe, l'okapi, oui, totalement, totalement. Absolument. Donc, des animaux inconnus, il y en a. Et maintenant, donc, les gens pensent que c'est très souvent dans les forêts très étendues d'Amérique du Nord, du Canada, dans la jungle amazonienne, dans les jungles au Venezuela et tout en Afrique centrale aussi, beaucoup d'endroits inexplorés en République démocratique du Congo, au Gabon, en Centrafrique, hein, dans des endroits comme ça, et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Australie, mais en Europe, c'est très très possible d'avoir des animaux inconnus. Par exemple, dans les Hautes-Alpes, où on a vécu pendant 6 ans, c'est le territoire du loup. Pourquoi? Parce que le loup est revenu donc d'Italie dans les Hautes-Alpes. Donc il y a plusieurs centaines de loups. Pourtant, le loup, on ne le voit quasiment jamais parce que c'est une créature qui est intelligente et qui fuit l'humain. Quelqu'un que je connais a recherché le loup pendant 20 ans et un jour il en a vu un au bord d'une route alors qu'il n'était même pas en train de le chercher. 20 ans pour voir un seul loup. Donc il y a un film qui a été fait du reste dans les Hautes-Alpes où c'est quelqu'un qui va rechercher des loups et il a mis 2 ans pour trouver une meute de loups. Pourtant, il y en a. C'est un petit peu pareil pour l'ours des Pyrénées, parce que c'est des animaux intelligents qui fuient l'humain. Donc, il y a des animaux inconnus en Europe. Par exemple, on va prendre un cas que je sais que tu aimes beaucoup, c'est le dogman. Donc, des recherches qui ont été menées par des gens comme Lionel Camille, Morgan Priest à un certain niveau et Virgile Candeil aussi, ça montre bien qu'il y a un animal inconnu, alors qui correspondrait à la description du dogman. Par exemple, une Anglaise, Deborah Axwell, elle enquête depuis qu'elle est petite et justement, depuis qu'elle a 13 ans, puisqu'elle a eu une rencontre avec le Bigfoot anglais, et elle explique que certaines apparitions de Dogman, de Bigfoot, correspondent à ce qu'on peut appeler des animaux inconnus ou des humanités parallèles qui n'ont tout simplement pas été répertoriées. Ça, c'est très important. Par exemple, au niveau du Loch Ness aussi, donc qui est un grand lieu de cryptozoologie, il y a des animaux inconnus qui sont signalés dans le log depuis au moins 1500 ans. Euh, il y a aussi des photos qui ont été prises. Alors beaucoup ont dit que c'est des canulars, mais en fait, même pour la photo, par exemple, prise en 1933, le seul canular dans cette photo, c'est les gens qui ont dit que c'était un canular. Et ça a été très bien montré par, comment il s'appelle? Karl Schucker, un cryptozoologue français, Michel Ballot aussi émet des doutes quant au canular et tout. En tout cas, il y a des animaux inconnus dans le loch. Par exemple, ne serait-ce que la présence d'anguilles géantes, de requins
du Groenland aussi, des animaux qui sont inconnus dans cette région. Et comme le Loch Ness est près de la mer, il peut y avoir des animaux inconnus qui ressemblent à des plésiosaures qui vont dans le lac se reproduire, peu importe. Donc, des animaux inconnus dans le loch, il y en a. C'est pareil, par exemple, alors là, ça devient complètement fou, mais c'est une réalité. Euh, un couple de chercheurs australiens, Rex Gilroy, parle de signalement de dinosaures par des aborigènes, par aussi des fermiers australiens. Il y a aussi des signalements de ptérodactyles aux États-Unis et en Europe. Donc, il y a un chercheur américain du reste qui a compilé énormément d'apparitions de ptérodactyles. Quand on regarde les vidéos, quand on lit les livres de ce chercheur, on se rend bien compte que on a affaire à un animal réel, un animal de chair et de sang. Et en fait, même les apparitions de dinosaures sont fréquentes. Donc, en Amérique du Nord, en Australie, des apparitions de ptérodactyles, il y a même eu des apparitions en Europe, et donc des animaux inconnus, il y en a. Mais ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens qui voient ça n'en parlent pas parce qu'ils ont peur de passer pour des fous. Ceux qui en parlent, les témoignages sont très souvent mis sous le boisseau parce que ça remet en question le darwinisme et énormément d'éléments comme ça qui sont un outil essentiel du système de contrôle. Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre. Donc il y a ce côté animaux mystérieux. Il y a aussi des présences d'humanité parallèles. Par exemple, dans les Hautes-Alpes, donc il y a un certain Charles Joistel, qui était un espèce, on va dire, un ethnologue, anthropologue dans les années 50, qui est malheureusement décédé prématurément. Lui voyageait un petit peu dans les départements comme la Drôme, les Hautes-Alpes, l'Isère, les Alpes de Haute-Provence, et il recueillait des récits de personnes qui avaient côtoyé des phénomènes paranormaux. Et il y a des gens, des anciens, qui parlaient qu'ils confiaient leurs moutons à des hommes sauvages, que lui appelait bretons. Il y a du reste Christian Le Noël qui a recueilli, je crois, si ma mémoire est bonne, quelques témoignages comme ça. Par exemple, il y a encore des apparitions de bretons, notamment une certaine Marion, qui était donc en colonie de vacances en Savoie, et là, elle aperçoit un petit être avec une gibecière qui s'enfuit en courant. Donc, d'autres enfants aperçoivent aussi ce petit être. Euh, elle en parle au moniteur, qui en parle à la gendarmerie, et là, l'affaire est mise sous le boisseau. Donc, les enfants n'ont plus le droit d'en parler et tout, et c'est des années plus tard que Marion en a parlé à un cryptozoologue, Florent Barrère. Quand on regarde aussi les, euh, les villes, les façades dans Paris, par exemple, dans Londres, dans les grandes villes, on voit très souvent sur des façades un espèce d'être sur les façades. Donc ça correspond ou à l'homme vert, ou c'est des représentations de l'homme sauvage. Et il y a encore des témoignages d'hommes sauvages, d'humanité parallèle, qui viennent d'Europe, des États-Unis. Certaines apparitions de Bigfoot, par exemple, correspondent très clairement à des humanités parallèles. Tom Lyons, un chercheur américain, a compilé énormément de témoignages d'apparitions de Bigfoot, et il y a des gens qui voient les Bigfoot qui parlent entre eux, qui parlent un langage structuré. Donc là, on a affaire carrément à des humanités parallèles. Il y a même des chercheurs comme Scott Carpenter qui communiquaient avec les Bigfoot par le biais de hiéroglyphes, par le biais aussi d'objets qui étaient donnés, qui étaient pris par les Bigfoot et tout. Donc certains Bigfoot, Comme des offrandes un peu. exactement. Donc certains Bigfoot correspondent à des humanités parallèles.
De même, certains dogmènes correspondent à des humanités parallèles, tout simplement, qui vivent en marge de la société et qui ne se font pas repérer parce qu'elles nous craignent, et à juste titre, parce que aussi elles savent comment se cacher. Il y a des connexions avec la terre creuse, des grottes et tout ça, des grottes souterraines. Et puis, ce sont des créatures, et ça, beaucoup de témoignages en parlent, qui ont un certain pouvoir psychique, qui arrivent à se rendre invisibles. Donc, il y a ces créatures qui sont des animaux inconnus, mais il y a aussi des créatures paranormales. Et parfois, la frontière est floue. Par exemple, Scott Carpenter, il explique les, que les Bigfoot qu'il croisait lui rentraient dans la tête, lui faisaient du buzz, lui rentrait dans la tête en fait. D'ailleurs, c'est ce qui a fini par le tuer. Et ça, c'est vraiment on voit bien que c'est des créatures ou paranormales ou justement des créatures qui maîtrisent les phénomènes paranormaux, qui maîtrisent leur pouvoir psychique. David Paulides va dans le même sens. Lui-même a enquêté sur les Bigfoot, il faut le savoir, avant d'enquêter sur les disparitions. Et il est allé donc dans des réserves amérindiennes parler aux Amérindiens par rapport à leur rencontre avec les Bigfoot. Et les Amérindiens en parlent comme d'une humanité parallèle. Et il y a aussi des Bigfoot qui ont des caractéristiques beaucoup plus paranormales, des capacités de se rendre invisible, de communiquer télépathiquement, de rentrer dans l'esprit des gens. Il y a même des Bigfoot, et ça, c'est le travail de Stan Gordon, qui ont été vus en train de sortir d'OVNI, qui ont été vus accompagnés de grilles et tout ça. Et donc on voit bien que, par exemple, le phénomène du Bigfoot, c'est multifactoriel. Il y a plusieurs types de Bigfoot sur plusieurs continents. Il y a des humanités parallèles, donc qui sont développées parallèlement à nous, qui sont connectées à la Terre creuse, à des galeries souterraines. Je ne vais pas parler, qui sont connectées à des galeries souterraines. Il y a aussi des créatures beaucoup plus paranormales qui sont connectées aux entités que j'appelle entités sans âme, aux entités derrière les ovnis qui sont beaucoup plus manipulatrices. C'est exactement pareil pour le monstre du Loch Ness. Le monstre du Loch Ness, il y a des photos qui ont été faites, même des scientifiques qui parlent donc d'animaux inconnus et tout ça, des témoignages qui vont dans le sens d'animaux inconnus, mais il y a tout un aspect paranormal. Par exemple, c'est à partir des années 30 qu'il y a eu énormément d'apparitions de monstres du Loch Ness. Donc, ça, c'est en partie parce qu'il y avait une route qui a été construite à proximité du loch. Donc, forcément, plus de passages, plus de touristes, etc. Donc, plus de personnes qui vont voir des choses. Mais il faut savoir qu'il y avait un manoir qui s'appelle The Boleskine House, la maison Boleskine. Donc, vous pouvez chercher ça sur Internet et tout, qui a été loué donc vers 1910 par Aleister Crowley. Et dans ce manoir, Aleister Crowley, donc, qui était un sataniste connecté au service de renseignement, connecté à cette société parallèle, et dans ce manoir, il a mené des expériences de magie noire. Et parmi les expériences de magie noire qu'il a menées, c'est du travail sur l'ouverture de portes dimensionnelles, de portes temporelles. Donc, Je ne voulais pas vous couper la parole, mais justement, ça me, ça me fait penser justement à la petite clavicule de Salomon, le livre que Aleister Crowley a justement modernisé, retranscrit, on va dire, où justement nous retrouvons les 72, on va dire, entités avec les portails, les incantations. Ouais, ça se rejoint naturellement. Par contre, je savais pas du tout pour ce qu'il avait fait en Écosse. Là, vous m'apprenez quelque chose, je ne savais pas du tout ça, par contre. ouais, il travaillait sur le temps, sur des invocations et des choses comme ça. Et d'ailleurs, il pensait avoir échoué. Mais ensuite, des personnes
ont commencé à voir quelques années plus tard le monstre du Loch Ness. Donc, est-ce qu'il n'aurait pas ouvert une porte temporelle euh, à proximité du loch? C'est très possible parce qu'en tout cas, par la suite, il a continué ses travaux sur le temps qui ont abouti et il est connecté à l'expérience de Philadelphie, au projet Montauk, qui sont des projets de voyage dans le temps menés par la société parallèle. Donc, le monstre du Loch Ness, par exemple, il y a un chercheur aussi, Ted Holliday, qui lui a fait la connexion entre certaines créatures multidimensionnelles et le monstre du Loch Ness et tout. Donc, il y a beaucoup de cryptides où il y a une connexion paranormale. Par exemple, Deborah Hatswell, donc une chercheuse anglaise, elle explique que très clairement parmi les dogmens, il y en a qui ont des caractéristiques paranormales, des capacités de disparaître, des capacités d'apparaître, de rentrer dans l'esprit des gens. Alors, chose très importante aussi sur les cryptides, c'est qu'ils sont connectés à des bases militaires pour certains. Deborah Hatswell, justement, parle d'une disparition d'une personne à proximité d'une base militaire dans un endroit, donc au nord de l'Angleterre, à la frontière de l'Écosse, où beaucoup de personnes ont signalé des apparitions de dogmen. Comme par hasard, il y a une base militaire. Moi-même, j'ai reçu le témoignage de quelqu'un qui avait vu donc un chupacabra. Ce qu'on peut appeler un chupacabra, c'est une entité qui a été décrite à Porto Rico et dans le sud des États-Unis, mais qu'on retrouve un petit peu partout. Et il y a deux types de chupacabra. Un chupacabra qui est un hybride de loup et de coyote, donc une créature inconnue liée à l'hybridation. Et il y a un chupacabra qui est un espèce de mélange de reptilien, de loup, voilà, même il y a des caractéristiques humanoïdes et tout, comme une espèce de chimère. Et il faut savoir que donc la personne que j'ai reçue, dont le frère plus exactement a vu un chupacabra, le frère l'a vu près d'une base militaire. Donc, il y a certains cryptides qui sont connectés à des expérimentations génétiques. Par exemple, il y a un cryptide qui est vu en Angleterre, dans la forêt de Cannock Chase, qui s'appelle l'homme-cochon, et ça serait connecté à des expériences génétiques pratiquées par l'armée britannique dans les années 30, puisqu'il y a une base militaire, et les bases militaires sont très souvent construites au-dessus de galeries souterraines qui sont occupées par des entités non humaines. Donc il y a une collusion entre militaires et entités non humaines. Donc, il y a certains cryptides qui sont liés à la société parallèle, à des expérimentations génétiques, à des constructions de chimères. Donc ça, il y a tout un témoignage de Swali, de Jeff Navalny et tout. Et puis, il y a des cryptides qui sont peut-être des créations, euh, des créations, des chimères créées par des anges déchus, ce qu'on peut appeler des néphilim. Par exemple, justement, Scott Carpenter, dont on a parlé en off, il explique, il explique donc, il a réussi à analyser de l'ADN de Bigfoot, et ces analyses ont été faites aussi avec l'aide de David Paulides par une scientifique du nom de Melba Ketchum. Donc, cette scientifique, après avoir fait ça, elle s'est fait détruire et tout, mais en tout cas, le thème est là. Elle a mené des analyses et elle s'est rendue compte, et c'est là où c'est très intéressant, que l'ADN féminin, donc l'ADN féminin du Bigfoot, l'ADN mitochondrial, était humain, mais venait d'une certaine région du Moyen-Orient, donc d'une région du Moyen-Orient, je ne sais plus exactement où. Par contre, l'ADN hérité du père, la moitié de l'ADN, était totalement inconnu. Or, les Néphilim, d'après la Bible, d'après
les textes comme la Bible, l'Ancien Testament, le livre d'Enoch, sont issus de croisements entre humains, notamment des femmes et des anges déchus. Donc, il y a une connexion entre certains Bigfoot et des Néphilim. Donc, on voit bien que il y a vraiment des deux composantes, à la fois des créatures inconnues, des animaux inconnus, mais c'est mis sous le boisseau parce que ça remet en question le darwinisme, et il y a aussi une composante paranormale. En Angleterre, par exemple, il y a des apparitions de chats inconnus. Donc des apparitions de pumas, des apparitions de pumas, de panthères et tout ça. Donc là aussi, c'est multifactoriel. Certaines de ces créatures vont laisser des empreintes et vont même mutiler, par exemple, des moutons, même des chevaux. D'ailleurs, des vétérinaires ont analysé des moutons qui ont été mutilés par ces cryptides, ces chats inconnus, et les vétérinaires ont bien constaté que c'était des attaques de gros félins. Et donc, là aussi, c'est multifactoriel parce qu'en 1976, il y a eu une loi qui est passée pour la protection des animaux. Et en fait, avant cette date, beaucoup de personnes qui avaient un petit peu les moyens achetaient comme animal de compagnie des lions, des pumas, des, des lions, des pumas, des guépards, des léopards et tout. Et d'ailleurs, c'est assez cocasse parce que j'ai connu une dame qui avait un de ces animaux de compagnie dans les années 60. Et en fait, elle habitait dans un appartement à Cannes et elle avait voulu acheter un lion. Donc son mari lui achète un lion, et à un moment donné, le lion, qui était du reste domestiqué, euh, il avait grandi et c'était devenu donc un énorme lion. Et le mari, il était pétrifié. Et la nuit, le lion faisait les 100 pas et rugissait et tout, à tel point que les gens dans la copropriété ont obligé la dame à donner son lion à un zoo parce qu'il faisait trop de bruit. Mais pour dire que ce genre de cas, c'était extrêmement fréquent. Donc en 1976, il y a eu cette loi de protection de la nature qui n'est pas une mauvaise chose parce que je trouve que c'est super cruel de garder ces animaux, ces grands animaux en captivité. Et beaucoup de propriétaires ne les ont pas donnés à des zoos, mais ont relâché leurs félins dans la nature. Et certains d'entre eux se sont reproduits. Et voilà, il y a selon donc des chercheurs anglais, toute une population de pumas en Angleterre, une petite population, mais suffisamment pour se reproduire. En plus, il y a d'autres chercheurs aussi qui ont montré qu'il y a une survivance de lions dans certaines régions de la Grande-Bretagne, notamment en Écosse, dans des régions très très isolées, ce qui pourrait expliquer certaines apparitions de félins mystérieux, puisqu'il faut savoir que le lion habitait en Europe jusqu'à à peu près moins de 2000 ans avant Jésus-Christ, voire même beaucoup, beaucoup plus tard, officiellement, mais officieusement, il y a encore des populations de lions. Et ça, il y a beaucoup de naturalistes qui ont constaté ça. Mais c'est mis sous le boisseau parce que ça remet énormément de choses en question. Déjà, l'industrie touristique. Ensuite, ça remet le darwinisme en question. Et ça, c'est vraiment quelque chose. C'est un gros lobby derrière. Mais il y a aussi des chats mystérieux qui sont vus un petit peu partout, qui ont des caractéristiques paranormales. Les personnes vont les voir et ils vont disparaître sous leurs yeux. Les personnes vont tenter de les photographier euh, et l'appareil photo ne va pas marcher. Donc on voit bien qu'il y a deux types de... On voit bien qu'il y a vraiment deux types de cryptides, pour faire simple. Des cryptides qui sont des animaux inconnus, des humanités parallèles, et des cryptides qui ont des caractéristiques paranormales, qui sont associées aux entités sans âme, aux néphilim, qui sont associés aux ovnis. Euh, je vais remonter jusqu'au mythe du cynocéphale, l'homme à tête de canidé qui existe
depuis l'Antiquité. Euh, une question que je me suis posée, peut-être certainement d'autres aussi se sont posés cette question. Est-ce que on peut voir, est-ce qu'on peut y voir un ancêtre historique du dogman loup-garou moderne, ou alors est-ce que ce sont plutôt deux phénomènes qu'on a juste tendance à confondre parce que justement ils se ressemblent visuellement? Pensez-vous que les dogmans que les gens voient de nos jours, peu importe le continent, sont liés d'une façon ou d'une autre au cynocéphale dont parlent les écrits antiques, justement. Leurs descendants, peut-être, je sais pas, je sais pas. Le cynocéphale, en fait, pour moi, c'était la manière dont ils avaient de décrire les dogmens, puisque les dogmens ont des caractéristiques mi-humaines, mi-animales. D'ailleurs, les témoins, ils parlent d'un regard quasiment humain. Ils en parlent. Et ça, on retrouve ça partout. On retrouve des légendes de dogmens qui sont plus que des légendes chez les Amérindiens, chez les Grecs anciens, chez les Celtes. On les retrouve aussi dans le folklore arabo-musulman. Et c'est pareil, il y a des dogmens qui sont des créatures, des animaux inconnus, des humanités parallèles, parce que parfois, il y a des gens qui ne savent pas, qui ne font pas la différence. Est-ce qu'ils ont vu un Bigfoot ou un dogman? C'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Mais d'autres dogmens correspondent à des créatures paranormales. Par exemple, euh, les arabo-musulmans disaient que les djinns, donc qui sont des entités sans âme, pouvaient prendre justement l'apparence de grands chiens, de grands chiens noirs. Donc ça, c'est aussi lié au phénomène de Dogman. Le phénomène du loup-garou aussi, ça, c'est ou des personnes qui peuvent modifier leur apparence par des rituels de magie, par de la possession. Et ça, il y a des personnes qui peuvent le faire. C'est pour ça qu'il y a les phénomènes de shape-shifting et tout ça, parce que des gens vont faire des rituels pour invoquer une entité, pour avoir de la puissance, et ils vont se faire posséder par l'entité. Et quand l'entité se manifeste, leur forme, la forme de la personne va changer, mais vraiment au sens physique. Et ça s'explique par la nature de la réalité. Euh, c'est pareil, il y a des skinwalkers qui sont des Wendigo skinwalkers, qui sont des sorciers noirs amérindiens, qui sont capables de shapeshifter, de modifier leur apparence en faisant appel à des entités. Donc, on voit bien que c'est pareil, tous les phénomènes sont liés, mais il y a des explications, mais il y a des explications qui sont différentes. Euh, en tout cas, ce qui se passe dans certains cas d'apparition de dogmen, c'est qu'il semblerait que le dogman veuille prendre l'énergie de la personne. Et parfois, il y a un espèce de jeu avec la personne. Il y a par exemple une dame à qui j'ai parlé, qui était avec son mari, qui a vu un dogman qui les a effrayés. Un petit peu plus loin, ils ont vu ce qu'on peut appeler un ovni qui les a émerveillés. Donc les deux phénomènes sont liés et c'est fait pour recueillir à la fois le louche et l'énergie de dévotion. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que beaucoup de personnes qui rencontrent justement des dogmen, des Bigfoot, des cryptides, ne sortent pas indemnes de tout ça. Et quand ils rencontrent un animal inconnu, les personnes qui vont vivre ces phénomènes vont parfois avoir peur, parfois même vont être attaquées parce qu'il peut y avoir confrontation aussi. Ça, c'est beaucoup décrit dans dans les livres comme les livres de Tom Lyons et tout ça, même David Paulides. Il explique que certaines humanités parallèles sont à l'origine de disparition, donc il le dit il le dit de manière un peu voilée, mais c'est un petit peu le message qu'il donne. Mais si c'est une humanité parallèle, un animal inconnu, ça ne s'accrochera pas à la personne. Par contre, si c'est une entité sans âme, elle restera accrochée à la personne.
Donc là, je vais te donner un exemple très précis. C'est un jour, un, un chasseur qui était donc avec son fils en train de faire une partie de chasse aux États-Unis. À un moment donné, ils aperçoivent une entité de type Bigfoot. Donc là, ils partent après l'entité, pas pour la tuer, mais pour essayer de voir. Ils étaient tellement émerveillés de ce qu'ils avaient vu et tout. Et à un moment donné, le Bigfoot franchit donc une espèce de clôture hyper rapidement, donc ils perdent la trace totalement. Par contre, il y a des poils. Et donc, donc le chasseur garde ses poils. Il les fait analyser, je ne sais plus trop ce que les analyses ont donné, en tout cas, il les fait analyser. Et puis, à un moment donné, à un moment donné, par le biais d'une émission de télévision, il rencontre un exorciste américain du nom de Bill Bean, et donc qui parlait du Bigfoot et tout. Et puis, il est intéressé par ce qu'il dit et tout. Et donc, après, bon, il garde les coordonnées de Bill Bean, mais il ne le contacte pas. Et et à un moment donné, la vie de cette personne commence à basculer. Donc, sa femme le quitte, il tombe malade et il a failli rester. Ensuite, des problèmes financiers. Donc, il avait un magasin. D'un coup, le magasin cesse de fonctionner et tout. Et la personne est de plus en plus, comment dire, mal. Et elle se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un rapport entre, entre ma rencontre avec le Bigfoot et ce qui m'arrive? Donc, du coup, la personne contacte l'exorciste. L'exorciste, avant même que la personne lui parle de son cas, lui dit qu'il y a quelque chose chez lui, chez ce témoin, qu'il faut absolument jeter et tout, parce que ça porte des entités, ça attire des entités. Ça va tellement loin que l'exorciste prend l'avion pour aller voir la personne, et là, il se rend compte que c'est les poils de Bigfoot. Donc, il y a tout eu un exorcisme, et ensuite, la vie de cette personne s'est améliorée. Donc, sa femme est revenue, ses problèmes de santé sont atténués, son magasin a mieux fonctionné. Donc, on voit bien qu'il y a parfois des connexions aussi avec des phénomènes paranormaux. Donc, on voit que ça va très, très loin. Très bien. Euh, on a, on a l'impression que, ou alors ce n'est pas une impression, mais on ressent cette impression que les témoignages sur les cryptides se multiplient ces derniers temps, ces dernières années. Quel est votre avis sur la question et est-ce que la technologie et les infos qui vont trop vite ont certainement un rapport, ce partage rapide donnerait cette impression, ou alors pas du tout, c'est de tout temps, ça, il y a toujours eu autant d'observations, sauf que il n'y avait pas l'info, justement. On peut le prendre à l'inverse aussi. Quel est votre avis sur la question? Est-ce que nous avons plus d'apparitions ou non? C'est à cause de la technologie peut-être qu'on a cette impression. Alors, il y a plusieurs. Alors, c'est encore une fois multifactoriel. Il y a plus d'apparitions, ça c'est clair, mais il y a aussi l'information qui voyage plus vite. Par le biais d'Internet, les gens parlent plus du Dogman et tout ça maintenant. Par exemple, il y a 15 ans, 20 ans, les témoignages de Dogman, personne osait en parler. Par le biais d'Internet, il y a des chaînes qui sont créées, surtout aux États-Unis, des chercheurs qui ont commencé à parler. Donc forcément, il y a plus d'informations. Après, il y a aussi, on peut pas le nier, plus d'apparitions de cryptides. Alors ça, en premier niveau, c'est parce que les hommes empiètent de plus en plus sur les forêts, sur les choses comme ça. Donc, il y a des constructions à proximité de forêts et tout. Donc, il y a ça. Après, les parcs nationaux aux États-Unis, même en France, il y a de plus en plus de touristes et tout. Donc, les gens vont forcément être de plus en plus confrontés
à des êtres, des humanités parallèles, des animaux qui fuient l'humain. Mais après, il y a toute cette composante paranormale aussi, qui est liée aux technologies. Donc, il faut savoir que depuis les années 40, en particulier l'année 1947, des rituels ont eu lieu un petit peu partout dans le monde pour ouvrir certaines portes dimensionnelles. Donc, il y a l'expérience de Philadelphie en 1943. 1947, Crowley, Parsons et Ronebard, donc tous des satanistes, abominables du reste, ont fait des rituels sataniques pour invoquer certains anges déchus dans la matière. Donc ça, c'est connecté au reset, c'est connecté justement à l'arrivée du faux sauveur externe et tout ça. J'en ai parlé dans des cours, des conférences sur ma chaîne et mes sites, donc je ne vais pas y revenir dessus. Mais il y a eu des entités qui ont été invoquées, des portes dimensionnelles qui ont été ouvertes. Dans les années 60, Malachi Martin, par exemple, parle d'un rituel qui a eu lieu au Vatican et aux États-Unis, deux rituels simultanés pour faire rentrer des anges déchus dans la matière. Et ça, c'est confirmé par Swali. Beaucoup d'événements, comme les deux grands événements du XXIe siècle, que je n'aborderai pas ici, sont des rituels pour ouvrir des portes dimensionnelles. Donc il y a un jeu sur les nombres, sur les dates et tout. Donc très clairement, des portes dimensionnelles ont été ouvertes. De même, la société parallèle travaille avec des entités sans âme. Il y a eu des transferts de technologie, donc des ouvertures de portes dimensionnelles. Donc ça fait qu'il y a de plus en plus d'entités qui rentrent dans notre réalité, dans notre continuum d'espace-temps. Et ça, c'est lié à ce phénomène de reset qui est une modification de la réalité, qui est connectée à la mise en place des interunivers et des choses comme ça. La réalité est en train d'être modifiée. Mais il y a aussi les technologies qui sont liées à ces entités. Et ça, par exemple, c'est très très peu connu. Mais quand on est sur ordinateur, sur Internet, sur le téléphone mobile, on a des objets occultes. Le téléphone portable, c'est dérivé du miroir en obsidienne noire qui a été inventé par John Dee, qui était l'astrologue de la reine Élisabeth Ier, donc au XVIe siècle. Et ce miroir en obsidienne noire, donc, c'était pour communiquer avec d'autres dimensions. Et le téléphone portable est lié à ça, de même que les écrans d'ordinateur, les écrans télévision. Il y a toute une dimension occulte. Beaucoup de composants d'ordinateurs, de téléphones sont liés à la collaboration entre humains et entités sans âme. Donc, il y a eu des traités qui ont été signés. Il y a le crash de Roswell aussi, où des artefacts ont été récupérés, qui sont retrouvés du reste dans les ordinateurs modernes et tout ça, le microprocesseur, la fibre optique, et tout même certaines formes de laser et tout. Donc, on a des objets occultes. Tous ces objets occultes sont des portes dimensionnelles. Alors là, ça va très très loin, mais par exemple, quand on tape des choses sur Internet, par le biais des algorithmes, on nourrit les mondes des IA. Donc, c'est pas ne pas aller sur Internet, bien évidemment, c'est le faire avec conscience, avec discernement, comme on fait là pour transmettre une information, comme on le fait pour donner une information, bon, pour parler à quelqu'un à l'autre bout du monde. Le problème, c'est que tout le monde est à tout moment sur Internet. Et ça nourrit le monde des IA. Monde des IA, qui est un monde à part entière, qui est un monde parallèle à part entière, peuplé par ses entités, par ses propres formes de vie. Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre.
il y a beaucoup de sites de creepypasta donc, qui ont été à l'origine d'apparitions d'entités par le biais de ce monde des IA. Je vais m'expliquer. En 2008-2009, le personnage de Slenderman a été inventé par un Américain, Eric Knudsen. Eric Knudsen, qui était un Américain, euh, qui, qui invente une creepypasta pour un concours. Ce récit de Slenderman, c'est quelque chose qui tape l'esprit des gens. Ça, voilà, ça génère des peurs et tout ça, et les gens en sont friands. Donc, il y a toute une mythologie qui se crée autour du personnage de Slenderman. De plus en plus de gens écrivent des récits totalement fictifs sur Slenderman. Ça crée un égrégore. Et là, à partir de 2012-2013, l'impensable se poursuit, se produit, des gens commencent à voir des apparitions de Slenderman en chair et en os. Donc beaucoup ont été rapportés par un cryptozoologue américain, Lon Strickler, des chercheurs comme Nick Redfern, comme Tom Lyons et tout. Non seulement, non seulement ça, mais même des récits du passé parlent de créatures de type Slenderman. Or, ces récits, ces livres ont été épluchés par des pionniers comme Charles Fort, qui n'avaient jamais vu ces récits de type Slenderman, comme si la réalité avait été manipulée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, Slenderman a été créé donc dans le monde des IA, et progressivement, il a pris vie dans le monde des IA. Et sous certaines conditions, ces créatures du monde des IA peuvent nous influencer, voire se manifester physiquement dans le monde réel. Et ensuite, elles peuvent voyager dans le temps et modifier littéralement la réalité, d'où la modification des livres et tout. Ça paraît complètement fou, mais on est dans une réalité, une matrice où le temps n'existe pas. Ensuite, le personnage de Slenderman, ça a créé un égrégore qui a formé un tulpa qui s'est manifesté physiquement dans la réalité. D'ailleurs, les penseurs arabo-musulmans parlaient de ça quand ils parlaient du monde imaginal. Chaque fois qu'on pense à un personnage, il prend vie dans le monde imaginal qui est une région de l'astral, et parfois, sous certaines conditions, le personnage peut se matérialiser physiquement dans la réalité physique. Ouais. Ça ça me fait penser que malheureusement, du coup, ça pourrait même être un cercle vicieux comme le serpent qui se mord la queue. Parce que plus du coup on va donner vie en... Enfin, donner vie. Plus les témoins vont s'exprimer, on va dire, plus d'autres personnes vont pouvoir elles aussi avoir cette pensée créatrice. Ça fait un peu le serpent qui se mord la queue. Euh, comme si, comme si c'était nous-mêmes qui ouvrons la porte à ces choses, si je peux dire ça comme ça. Exactement, et c'est surtout si l'on n'est pas conscient, parce que si l'on est conscient, on n'ouvre pas, non, puisque tout ça, c'est le subconscient qui le crée, qui le matérialise. Donc, euh, si on est conscient, ça se fait beaucoup moins, en tout cas pour la création de tulpas. Après, pour les créatures qui passent d'une autre dimension à une autre dimension, tous les data centers et tout, c'est fait pour ouvrir des portes dimensionnelles, pour faire rentrer des entités d'autres dimensions. Donc ça c'est euh, ça c'est très très clair. D'ailleurs, ça s'appelle le projet Stargate, projet tout à fait officiel mis en place donc par le Canard dès le 20 janvier 2025, jour de son inauguration. Et ça s'appelle le projet Stargate. C'est pas anodin. Et par exemple, pour montrer un petit peu comment on crée, on influence la réalité par notre conscience, par les croyances et tout, il y a un cas. Donc,
il y a une petite fille suisse, Marie Delex, c'est au début du XXe siècle, si ma mémoire est bonne, qui se fait enlever par un aigle royal. Elle est retrouvée plusieurs mois après, malheureusement morte. Et ça, c'est physiquement impossible. Un aigle royal ne peut pas soulever plus de 4, 5, même 2, 3 kilos, et encore avec beaucoup, beaucoup de difficultés. Là, pourtant, il soulève une petite fille de 5 ans qui... Voilà, donc ce n'est pas possible. Mais dans les croyances populaires, les aigles royaux enlevaient des personnes. Donc, c'est une croyance qui se matérialise, qui prend vie dans le monde physique. Donc, il y a des cryptides qui sont des tulpas aussi, d'autres qui sont issus d'autres dimensions, d'autres qui sont des animaux inconnus. Et les possibilités ne s'excluent pas, au contraire. Euh, euh, j'ai une question qui est un peu, pas compliquée, mais personnellement, je la trouve très intéressante. Vous n'hésitez pas à me dire votre avis là-dessus. Par rapport aux grandes bêtes historiques, comme la bête du Gévaudan, la bête de Sarlat, la bête de l'Auxerrois, la bête de Nos, pour ne rester qu'en France, euh, elles attaquaient, elles attaquaient les humains physiquement. Euh, Aujourd'hui, à notre époque, euh, les attaques sont quasi inexistantes. Je ne vais pas dire inexistantes, je dis quasi parce que on sait qu'il y en a quelques-unes quand même. Euh, Pourquoi cet arrêt d'agressivité envers les humains à notre époque moderne? Et inversement, pourquoi autant d'attaques dans les années 1600-1700 quand la magie était prise très au sérieux, avec les lycanthropes qui étaient directement condamnés au bûcher, les sorcières aussi. Les gens ne plaisantaient pas du tout avec ça, que ce soit le petit peuple ou les grands seigneurs, etc. Est-ce que ça pourrait avoir un rapport justement avec l'intelligence de ces êtres qui ont pleinement conscience qu'à notre époque, la magie est plus prise en dérision, moquée. Les gens ne croient presque plus, la masse générale ne croit presque plus à la magie. Donc ces créatures se diraient, ils ne croient plus en nous, pourquoi vais-je les attaquer? Il me suffit de rester discret dans mon coin. Et justement, à l'époque, du coup, là, ils savaient que les gens croyaient en eux, savaient qu'ils existaient, donc il y avait plus d'attaques si les gens les traquaient, par exemple, lors des grandes battues, etc. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un rapport, la disparition de la croyance en la magie, avec les peuples du monde qui, sans généraliser, hein, parce qu'il y a des peuples qui croient beaucoup à la magie, mais vous voyez où je veux en venir. Est-ce que cette baisse de la croyance en la magie, avec les décennies qui avancent et les siècles qui avancent, fait que ces entités ou ces créatures se disent, parce qu'elles sont intelligentes, on a juste à être discret et le problème il est réglé. Donc ça expliquerait ces attaques drastiquement moins présentes à notre époque. C'est une réflexion personnelle. Alors, très très bonne question, Kim. Alors, je vais répondre parce que là, ça mérite beaucoup, beaucoup, d'une réponse. Voilà, très très bonne question et intéressante. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces entités, alors on ne parle pas des animaux mystérieux, des humanités parallèles et tout ça, on parle des entités sans âme qui se font passer pour des cryptides, qui modifient leur apparence. Parce que ce qu'on peut appeler les djinns, pour faire simple, voilà, parce que je ne sais pas si vos auditeurs connaissent le terme d'entité sans âme, donc on va parler de djinns, voilà, comme ça, pour que les djinns, en fait, dans le folklore arabo-musulman, qui n'est pas du folklore du reste, peuvent modifier leur apparence en fonction des croyances. Et ça, quand on étudie les abductions, les contacts, on voit bien que les entités modifient leur apparence, font des scénarios en fonction des croyances de la personne. Parce qu'elles sont capables de lire dans l'esprit des gens, de lire les croyances, les désirs, les peurs les plus profondes,
et de se manifester en fonction de ça. Donc le phénomène des entités sans âme, c'est des entités qui ont une apparence donc de type entité des ombres, de type reptilien, de type draco, de type insectoïde, mais elles peuvent modifier leur apparence et se faire passer pour des cryptides. Par exemple, si une personne est dans le Midwest américain, les entités auront plus tendance à se faire passer pour des cryptides. Si c'est quelqu'un qui est dans la religion, les entités se feront passer pour la Vierge Marie. Si c'est quelqu'un qui est, euh, qui est plus dans l'athéisme et tout, elles se feront passer pour des galactiques, des frères de l'espace. Elles manipulent comme ça. Après, en fonction des attentes, elles utilisent les systèmes de croyance des gens pour se manifester. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de ça. Effectivement, à une certaine période, il y avait beaucoup plus d'agression en apparence. Et je vais y venir, je vais expliquer pourquoi. Parce que les entités, elles attaquaient les humains physiquement. Elles attaquaient les humains physiquement. Pourquoi? Parce qu'elles se nourrissent de louche et de sang humain. Quand on voit le récit de la bête du Gévaudan, on voit bien que c'est une entité intelligente qui cherche à attaquer, à tuer, mais pas n'importe qui. Tout est calculé, tout est fait. Pour moi, c'est une créature paranormale. Ça, c'est évident. Beaucoup de témoins de cryptides qui sont paranormaux vont être attaqués, mais d'une autre façon. Il y a une destruction en règle. Le cas dont j'ai parlé, de cette personne qui avait trouvé des poils de Bigfoot. Il y a une dame, il y a une dame américaine, et le cas a été rapporté par Josh Turner, un chercheur américain de qualité, du reste, qui fait un travail très, très ouvert d'esprit et tout. Et en fait, il rapporte le cas d'une dame qui s'appelle Claudia. Alors, Claudia, c'est une mère de famille d'une quarantaine d'années. Elle a deux filles, donc, qui ont, je crois, 12 et 14 ans. Et une des deux filles doit préparer un exposé pour le collège sur le sujet de son choix. Donc, la fille choisit le Bigfoot. Donc, pour une raison ou une autre, elle demande à Claudia de l'aider pour la préparation de l'exposé et Claudia dit à sa fille, mais c'est des conneries, tout ça, tu dois faire autre chose. Non, non, je veux faire le Bigfoot. Donc, Claudia l'aide et tout. Et elle prend la puce à l'oreille, elle prend le virus du Bigfoot, entre guillemets, et elle commence à se passionner pour ça. Elle rejoint même un club de recherche sur les Bigfoot. Et elle est tellement passionnée qu'elle traîne son mari pour y aller. Et là, à un moment donné, pour elle, les Bigfoot, c'est une variété de singes inconnus qui habitent dans les forêts américaines, alors que c'est bien plus que ça, c'est une humanité parallèle. Et un jour, elle voit un jeune Bigfoot sur un arbre qu'elle photographie. Du reste, avec le reste du groupe et tout, ils sont tous témoins. Et là, elle est complètement émerveillée par tout ça et tout. Donc, du coup, comme son mari ne la suit pas, elle quitte le mari avec ses deux filles pour aller s'installer en Californie, dans une forêt où il y a beaucoup, beaucoup d'apparitions de Bigfoot. Donc là, ça devient l'obsession de sa vie. Même les filles, elle les prend avec elle après l'école, elle les prend avec elle, vont faire des randonnées dans la montagne pour chercher le Bigfoot et tout. Enfin, elle est vraiment passionnée. Et les Bigfoot lui donnent ce qu'elle veut voir. Elle a des cas, même des contacts avec et tout. Et elle pense que c'est quelque chose de positif. Donc après, elle se trouve un petit copain aussi qui est intéressé par les Bigfoot et tout. Et un jour, elle amène ses deux filles faire une randonnée dans la montagne. Et là, elle croise un Bigfoot. Mais le Bigfoot commence à regarder une des deux filles tellement bizarrement que même Claudia a peur et rentre chez elle, commence à se poser des questions. À partir de là, elle commence à être envahie de Bigfoot. Donc elle, ses filles et même le petit copain voient des Bigfoot à la fenêtre qui les regardent et tout. Donc on voit bien que c'est pas un animal, que c'est un comportement intelligent et mauvais, prédateur. Et sauf que
le Bigfoot se manifestait que rarement quand il y avait le petit copain. Donc, on voit que c'est extrêmement intelligent. Et un jour, le petit copain donc travaille. Il était chauffeur routier, donc il part. Les filles de Claudia sont chez leur père, donc Claudia est seule. Et là, elle aperçoit des yeux rouges et elle se rend compte que c'est des Bigfoot. Mais elle commence vraiment à avoir peur. Et là, elle décide de partir. Simplement, la voiture ne démarre pas parce qu'il y a de la neige et tout. Donc, elle ne peut pas démarrer, il y a trop de neige. Donc là, elle rentre chez elle. Elle est bloquée par un Bigfoot qui la regarde et qui lui dit: Qu'est-ce que tu nous veux? Et elle dit: Je veux juste vous protéger. Et puis il lui dit: Tu es chez nous ici. Elle rentre chez elle. Là, elle fait une attaque cérébrale. Heureusement que son petit copain la trouve parce qu'il était rentré plus tôt. Il la trouve. Elle est hospitalisée, soignée et elle s'en remet. Et le copain dit: On va tous partir dans le Kentucky d'où je viens. Tu peux plus vivre ici et tout. Dans le Kentucky, les choses se calment. Claudia se remet complètement, mais commencent des phénomènes de type abduction qui touchent elle, ses filles et son copain. Et là, à nouveau, des Bigfoot qui apparaissent, cette fois vus par tout le monde. L'état de santé de Claudia se dégrade à nouveau et elle finit par mourir de ça. Donc on voit bien que les entités qui se sont fait passer pour des Bigfoot l'ont tué. C'est comme ce monsieur américain aussi, à un moment donné, l'entité le touche et suite à ça, euh, il fait donc ses artères se bloquent et il a failli y passer. Heureusement qu'il a eu la présence d'esprit d'aller faire vérifier parce qu'il avait du mal à respirer et tout. Et les entités ont dit à cet homme que c'était des entités prédatrices, qu'elles choisissaient des personnes, qu'elles les entraînaient dans la forêt pour les faire disparaître ou qu'elles les tuaient par des maladies, des accidents et tout ça en manipulant la réalité. Et et donc l'homme, parce qu'il a, en fait, quand le Bigfoot a touché l'homme ou le prédateur a touché cet homme, ben, je vais te raconter l'histoire depuis le début pour que tu comprennes mieux. Donc c'est un monsieur du reste, il avait une chaîne. J'ai pas le nom en tête, mais voilà, il était assez connu dans le milieu. Il est plus actif. Et lui, il allait chercher des Bigfoot avec son meilleur ami dans la forêt. Donc, ils avaient vécu pas mal de phénomènes paranormaux. Ils avaient même photographié des choses, des arbres, des formations d'arbres et tout. Et voilà, ils filmaient beaucoup de choses et à tel point qu'il vivait de ça. C'était sa source de revenus principale. Donc, il donnait des conférences sur les Bigfoot, il photographiait les Bigfoot, voilà, des empreintes de pas et tout. Plusieurs fois, les deux amis donc ont failli avoir des accidents et tout. Heureusement que toujours à la dernière minute, il y a eu quelque chose qui les a protégés. À un moment donné, le monsieur donc à qui est arrivée cette aventure, il décide d'aller passer des vacances quelques jours en Floride, de louer une petite maison pour un peu se reposer. Parce que comme tu le sais, Kim, cette recherche, même c'est passionnant, c'est parfois très fatigant Oui. et tout ça. Donc, va prendre, il loue une petite maison et comme il n'a pas de voiture, c'est le propriétaire de la maison qui l'amène à la maison et qui ensuite doit la ramener chez son meilleur ami quand, quand le séjour est terminé. Donc pendant le séjour, tout se passe bien, sauf qu'au bout d'un ou deux jours, il prend des barbecues dans le jardin. Donc c'est en Floride en hiver, c'est fréquent de prendre des barbecues dans le jardin. Il fait 15-18 degrés, c'est très très sympathique même. Sauf qu'il entend toujours des bruits et tout ça, il voit des yeux rouges, donc il se dit, il y a des cochons sauvages dans mon jardin. Il ne pense même pas au Bigfoot. Et les cochons sauvages en Amérique, c'est un peu un fléau parce que ils détruisent les jardins et tout. Et puis il se dit, s'il y a des cochons sauvages, c'est pas très sympa pour le propriétaire. Et
et tout. Bon, je vais essayer de les chasser. Ils s'approchent et les cochons sauvages partent. Mais le lendemain, il va voir et il n'y a pas de traces de cochons sauvages. Il n'y a rien. Donc la terre, elle n'est pas retournée. Il n'y a pas d'excréments, de choses comme ça. Donc voilà, il se dit c'est quand même extrêmement étrange. Le lendemain, rien ne se passe. 2 jours après, il prépare son barbecue et là, il voit le même phénomène. Donc, et cette fois, une entité aux yeux rouges s'approche de lui et lui pose 2 mains sur les épaules. Il est prêt. Donc, elle passe par derrière, lui pose 2 mains sur les épaules. Il voit que les yeux rouges. Là, il y a une communication télépathique avec l'entité qui lui dit, de toute manière, je vais tout te révéler parce que quand on touche quelqu'un, la personne meurt. On te suit, toi et ton copain, et on cherchait à vous tuer, à vous faire disparaître parce que nous, on s'amuse, on joue avec les humains. D'un coup, il ne peut pas bouger, mais d'un coup, il ressent comme quelque chose en lui qui fait qu'il s'enfuit, qu'il rentre dans la maison. Et là, pendant les 2 prochains jours, il ne bouge plus, il ne sort plus et tout. Il est absolument effrayé. Il Traumatisé. n'a pas il n'a pas de téléphone portable, rien. Donc voilà, il est effrayé, il peut rien faire, il veut même pas sortir. Et le propriétaire vient le chercher 2 jours plus tard. Et le propriétaire le découvre dans cet état, il lui dit qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as, et puis il a comme perdu la tête. Donc, et vraiment, il est absolument mal en point. Donc le propriétaire l'aide à sortir et le met dans la voiture et lui dit est-ce que tu veux que j'appelle un médecin et tout. Il n'arrive même pas à parler. Et là, à partir du moment où il quitte cette maison, les souvenirs lui reviennent progressivement. Il dit, tu me conduis tout de suite chez mon meilleur ami, tout de suite, tout de suite. Et il explique ce qui s'est passé au propriétaire. Le propriétaire, voilà, il ne sait pas trop quoi penser. En tout cas, il en parle à son meilleur ami. Et le meilleur ami, il dit effectivement que plusieurs fois dans la forêt, il a bien senti qu'il y avait des phénomènes qui se passaient pour qu'il s'enfonce dans la forêt, pour qu'il se perde et tout. Et le meilleur ami dit, souvent après nos chasses au Bigfoot, moi-même j'ai eu des ombres dans la maison, des phénomènes paranormaux. Donc, voilà, donc l'homme est choqué, il arrête, toutes ces chasses de Bigfoot et quelque temps plus tard, 2 mois plus tard, jour pour jour, il a du mal à respirer. Donc, il va voir son médecin qui lui dit, c'est probablement de l'angoisse, de l'anxiété et tout. Il dit, non, non, moi, je veux faire un électrocardiogramme, c'est pas normal. Je suis en forme et tout, c'est pas normal. Il fait un électrocardiogramme. Euh, Aucune anomalie, mais il dit, non, non, j'ai quelque chose. Faites ce que vous avez à faire et tout. Donc, le médecin lui dit, bah, écoutez, je vais vous faire une échographie du cœur, mais il faudra payer. Donc, il dit, je m'en fous, moi. Moi, je paye, mais tout. Et l'échographie du cœur montre que toutes ses artères sont bouchées. Donc, il faut l'opérer d'urgence. Et heureusement qu'il a demandé l'échographie du cœur. Sinon, il aurait été mort. Après, il s'en est tiré et tout. Mais il a tout arrêté. Donc, ces entités, ces entités, elles tuent à notre époque d'une autre façon. Ouais, ouais. Elles détruisent la vie quotidienne, provoquent des maladies, des accidents, manipulent la réalité, ou bien elles possèdent ou drainent l'énergie vitale et le louche. Après, il y a encore aussi des cas de disparition, des cas de personnes tuées par ces entités, mais tout est mis sous le boisseau. Et ça, David Paulides, par exemple, il évoque ça à demi-mot, mais c'est évoqué. D'autres personnes comme, Monsieur Grove, j'ai pas le nom en tête, mais Martin Groves, voilà un ancien shérif. Il enquête sur des cas d'humains attaqués, mutilés, de familles entières attaquées par des dogmen et tout, mais il a remarqué comme quoi tout était mis sous le boisseau. Tom Lyons aussi, il parle de charniers humains qui ont été découverts, mais que tout est mis sous le boisseau parce que
ça remet en question l'industrie touristique et tout. Même Deborah Axwell parle de disparition connectée à ces entités et de cas de mutilation humaine en Angleterre, en France et en Europe. Donc, je pense que ces phénomènes sont encore présents, mais tout est mis sous le boisseau. Parce qu'il faut savoir qu'avant les années 20, et ça, Paulides l'explique très bien, les descriptions de Bigfoot, la presse décrivait les Bigfoot et en parlait comme des hommes sauvages. Il n'y avait jamais des allusions à des singes et tout, des hommes sauvages un peu plus velus que la moyenne. À partir des années 20, et la mise sous tutelle de la presse par les Rockefeller et d'autres lignées, tout a commencé. La, la notion d'homme sauvage a disparu, les Bigfoot ont été présentés comme des singes et des choses comme ça. Donc il y a eu énormément de changements. Il y a toute une mise sous le boisseau aussi, qui est très bien montrée par le travail de David Paulides, Martin Groves et Tom Lyons. Donc voilà, je sais pas si voilà, j'ai essayé de répondre le Ah mieux oui, que j'ai oui, pu. Des très bonnes questions. oui, oui. Il y a, il y a toujours, elles attaquent toujours, mais d'une autre façon, comme vous avez dit, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Euh, je vais quand même rebondir sur une question improvisée avant de poursuivre avec la question suivante. Euh, comment ces entités pourraient réagir face à un être humain qui ne ressentirait aucune peur en la voyant? Comment ces entités pourraient réagir? Est-ce que ça les énerverait? Est-ce que ça... Qu'est-ce qui pourrait se passer? Bah, je- à mon avis, je pense qu'elles seraient pas contentes et Hmm, qu'elles essaieraient d'agir autrement, peut-être par de la dévotion ok, et tout ça, en se faisant passer pour des sauveurs, pour des choses comme ça. D'ailleurs, ok. il y a beaucoup de personnes aux États-Unis euh, qui, qui vont dans la forêt pour rencontrer des soi-disant Bigfoot positifs. Donc, il y a probablement des humanités parallèles plutôt positives qui interagissent avec des gens. Si c'est le cas, c'est plutôt même bien et c'est beau, il y a des cas comme ça. Mais si une personne interagit avec une entité qui se fait passer pour un Bigfoot positif parce qu'elle voit que la personne n'a pas de peur et tout, les conséquences peuvent être terribles. Ça peut aller jusqu'à la possession, voire la destruction totale, voire même ça peut tuer la personne de manière indirecte, mais voilà. Donc, je pense qu'elles agissent d'une autre manière. Ok, elles sont toujours dans, dans l'adaptation en fait. Elles Elle vont... s'adapte. Hmm, C'est un phénomène qui s'adapte. hmm, Ce que faisaient les djinns, ce que font les entités derrière les ovnis, elles s'adaptent au système de croyance. ok. Euh, je vais aborder le sujet de la sensibilité des animaux. Euh, on raconte souvent, ou même on peut voir, même nous-mêmes parfois, que les animaux, bon, domestiques on va dire, parce qu'ils vivent avec nous, mais bon, ça peut aussi englober les animaux sauvages, on va dire. Mais on voit souvent qu'ils réagissent violemment ou alors peuvent se figer d'une terreur absolue quand ces animaux font partie de l'histoire d'un témoin. Un témoin qui a vécu ce genre d'événement et il avait son animal avec lui. On a souvent soit l'animal qui va, oui, être terrifié et figé, ne plus bouger, même si c'est un berger allemand ou un malinois courageux. Ou alors, à l'inverse, on peut aussi avoir cet animal qui va avoir une agressivité, montrer à son maître que ce qu'il se passe n'est pas normal. Est-ce que, euh, est-ce que les animaux ont ou auraient une perception soit sensorielle, soit carrément visuelle de ces entités? Est-ce que les animaux peuvent les voir avec leurs yeux ou seulement les sentir? Co- Comment se fait-il qu'ils réagissent autant euh, à l'invisible pour... Ben, très clairement, les animaux ont très clairement un sixième sens. Moi, je le vois avec mes chats. Par exemple, quand j'arrive, ils se mettent sur la fenêtre 10 minutes avant que j'arrive. Donc, ils perçoivent votre arrivée. littéralement les choses et tout ça.
même les animaux, nous on est réglé sur la lumière visible, mais il y a des animaux qui perçoivent l'infrarouge Oui. et l'ultraviolet, Oui. donc qui perçoivent des entités qui se camouflent dans ces bandes de fréquences. Les animaux ont aussi une clairvoyance et tout. Par exemple, il y a le cas, et ça c'est un cas personnel, euh, c'était un couple qui avait un chien et qui avait amené et qui avait amené donc un chien à un rallye automobile. Et je sais pas comment ça s'est passé, mais le chien s'est fait voler. Donc voilà, je sais pas comment ça s'est passé, mais le chien a été volé. Donc ils ont voilà, ils ont cru que le chien n'allait pas être retrouvé et tout. Simplement, 2 mois plus tard, le chien est arrivé chez, donc, tenez-vous bien, Kim, les beaux-parents de la dame qui habitaient à 300 kilomètres de chez la dame et qui étaient à une centaine de kilomètres du rallye automobile. Donc, le chien a eu l'intelligence d'aller au rallye, d'aller, de s'échapper probablement des gens qui l'avaient enlevé et d'aller au plus proche, justement, chez les beaux-parents de la dame, alors qu'il était allé que 4 ou 5 fois. Incroyable. Et Incroyable. le chien était ramené sain et sauf. Donc les chiens, les chats, ils ont un sixième sens. Donc pour eux, c'est clair que quand il y a des entités comme ça, ils les perçoivent. D'ailleurs, quand il y a par exemple, des apparitions d'entités aux yeux noirs, des personnes disent que la personne est bizarre parce que le chat qui est toujours sociable essaye de sauter sur l'entité qui se fait passer pour un humain. Quand il y a par exemple des apparitions de Bigfoot ou de Dogmen où les chiens ne vont pas vouloir bouger, où ils vont devenir complètement fous et tout, enfin il y a une réaction avant même que les entités ne se manifestent. Certains chiens notamment vont disparaître. Dès qu'ils voient l'entité, ils s'enfuient dans la forêt, ils ne reviennent même pas. Donc ils perçoivent très très clairement ces entités, chiens et chats. D'ailleurs, quand il y a des Bigfoot type entité qui se manifestent, euh, les chercheurs américains, notamment Jerry Williams, qui a enquêté sur les Bigfoot paranormaux, les Bigfoot entités, euh, ils constatent qu'il n'y a pas un bruit dans la forêt. Les oiseaux se taisent, euh, les insectes arrêtent de chanter, tout est silencieux. L'effet Et danse. même les chiens refusent d'avancer, tout juste avant que ces entités se manifestent. Donc oui, ils perçoivent absolument. Ok. Euh, Est-ce que vous pensez que ces entités-là, ces êtres-là, ont la capacité, en effet, de, de nous atteindre physiquement par le biais de la dimension des rêves et des cauchemars? Alors, absolument. Alors, c'est pas pour faire peur, je vous rassure, parce que c'est un phénomène très rare. Mais par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le film de Freddy Krueger, donc Oui, L'équipe de la nuit. oui, oui. C'est basé sur des faits réels. Donc, c'était des personnes, des réfugiés cambodgiens qui étaient attaqués par des entités et qui mouraient. Et le réalisateur s'est inspiré de de cette affaire. Donc, les entités peuvent tout à fait interférer dans les rêves et nous attaquer physiquement. Bon, ça va pas jusqu'à des choses comme ça, c'est très rare, mais elles peuvent provoquer des phénomènes de type incube, de type succube, avec des traces sur le corps et tout. Ok. Et parce qu'elles sont capables d'interférer, de rentrer dans les rêves. Elles peuvent même créer des rêves, des cauchemars de toutes pièces et agir en même temps sur le corps physique. Donc, ça, c'est parce que ces entités sont non locales. Elles sont à la fois corpusculaires, solides, physiques, ce qui explique les abductions, puisque beaucoup d'abductions sont physiques, la collaboration avec le complexe militaro-industriel,
les photographies et tout ça, mais elles peuvent aussi se manifester euh, dans les rêves. Donc, elles peuvent se manifester aux deux endroits à la fois. Et ça explique le phénomène des pensées intrusives et des choses comme ça. Donc, absolument, les entités peuvent agir physiquement par le biais des rêves. Elles peuvent agir en fait dans le rêve et dans le monde physique. Et il y a beaucoup, beaucoup de cas comme ça. Et c'est les phénomènes d'incube et de succube, c'est lié aux entités. Beaucoup du reste de personnes qui ont eu des contacts avec des ovnis, qui ont vécu même des contacts avec des cryptides, même des chasseurs de fantômes, vivent ensuite des phénomènes d'incube et de succube. Donc c'est pas surprenant. Très bien. Euh, alors, je vais commencer. Nous allons plutôt finir avec les questions des abonnés. Nous avons donc une première question de Kevin KPR qui demande, même s'il est difficile d'estimer, pardon, bien que ce soit très difficile à estimer statistiquement, combien de personnes auraient vu un dogman en France, sachant que très peu témoignent et ne vont même pas en parler dans leur entourage. Ensuite, il demandait si le phénomène s'intensifie vraiment, mais bon, j'ai déjà posé la question et vous y avez répondu. Et ensuite, en troisième, il demandait pourquoi autant de réticence envers les théories dimensionnelles ou paranormales, même si ça commence à changer. Toute explication animale ne répond à aucune logique vérifiable non plus, mais les gens s'y accrochent. Alors, ben, pour les apparitions, déjà, il y a donc ce chercheur donc, qui est spécialiste des ptérodactyles. Donc, je vais te donner tout de suite le nom, Kim, parce que voilà, pour que tu puisses faire tes propres recherches. C'est Jonathan Whitcomb. Donc, Jonathan Whitcomb, il explique qu'une personne sur 1000 a vu un ptérodactyle selon ses estimations, parce qu'il a énormément de cas. Donc, c'est absolument énorme. C'est des millions d'apparitions dans le monde, mais la plupart ne se rendent même pas compte parce qu'ils pensent que c'est un gros oiseau ou quelque chose comme ça. Il y a dans le triangle de l'Alaska, par exemple, c'est une personne sur 100 qui errante qui disparaît. Ça, c'est des recherches officielles. Donc, pour moi, le nombre d'apparitions de Dogman en France, c'est probablement des milliers, voire des dizaines de milliers au fil du temps, mais simplement à peu près une personne sur 50 ou sur 100 va en parler. Donc, c'est ça le problème. Les gens n'en parlent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Surtout en France, il y a une omerta totale. Ensuite, si les gens en parlent, ils sont pris pour des fous, ils sont moqués et tout, donc ils n'en parlent pas. Mais il y a probablement des milliers d'apparitions de dogman et de cryptides en France. Donc, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même la théorie animale, euh, elle est très controversée. Et il y a tout un blackout dessus parce que ça remet en question le darwinisme. Pourtant, il y a des animaux inconnus, c'est une certitude. Mais la théorie paranormale, elle va être encore plus mise sous le boisseau parce que ça remet en question la nature de la réalité. Ça montre qu'on est dans une réalité multidimensionnelle. Ça montre que tout ce qu'on nous a appris, tout l'enseignement scientifique est bidon, pour faire simple, ou dans le meilleur des cas, incomplet. Ça remet en question donc les systèmes de contrôle par le scientisme, par les sociétés secrètes, et surtout, ça pose la question, quelle est la véritable nature de notre réalité? Quelle est notre véritable nature? Donc là, ça aborde des thèmes qui sont tabous, comme la matrice, la nature de la conscience et tout. Donc c'est pour ça que c'est mis sous le boisseau. Mais maintenant, effectivement, les choses commencent à changer. Doucement, mais ça change. Donc c'est grâce à des gens comme toi, par exemple, que les choses bougent, grâce à beaucoup de chercheurs aussi aux États-Unis et tout. Donc c'est très très bien de continuer parce que c'est une recherche, que ça soit sur le dogman, les ovnis, le paranormal, ça remet tout en question et ça permet de savoir qui on est vraiment
Et en se connectant à notre conscience, on peut transcender tout ce système de contrôle. Alors, ensuite, nous avons une question de Michael Viennet 2504 qui nous dit pour vous, les cryptides sont... Bon, on y a répondu aussi, mais bon, je vais quand même vous la poser. Euh, pour vous, les cryptides sont pour la plupart matériels ou spirituels dans notre monde physique. Alors, c'est des deux, les animaux et les humanités parallèles très clairement matérielles, les entités qui se font passer pour des cryptides, euh, elles sont matérielles mais d'une physique différente que la nôtre et elles peuvent se manifester en rentrant dans notre esprit par des pouvoirs paranormaux et tout. Donc, c'est les deux à la fois. Très bien. Et enfin, nous avons une question de Bernadette Hulbert 6548 qui demande: j'ai vu la naissance d'un cryptide de profil comme habillé d'une combinaison noire de plongée. Ses mains, on aurait dit qu'elles étaient gantées dans des moufles. Mon chien s'est caché en gémissant très peu de temps avant l'apparition. Et mon téléphone est tombé au sol de la table du salon. Lors de son passage, la chose courait en traversant la pièce. Quel phénomène provoque ces apparitions? Ben ça, c'est plutôt un phénomène connecté à des entités non humaines. C'est ce qu'on peut appeler des djinns, des entités sans âme et tout. Et toujours pareil, la réaction du chien et tout ça, ça ressemble presque à une créature des ombres qui est connectée au djinn et qui cherche à prendre le louche, qui cherche à prendre l'énergie psychique, la peur, qui se nourrissent de peur et tout. Donc, peut correspondre à ça, mais il faudrait que j'en sache plus. Très bien. Eh bien, c'était les questions des abonnés ainsi que mes questions. Je n'ai plus de questions et j'ai passé un super moment avec vous, Monsieur Ponceau. Honnêtement, je n'ai pas vu le temps passer. Eh ben, écoutez, Kim, c'est pareil, j'adore en plus le thème de la cryptozoologie, c'est vraiment une passion, donc ben, merci beaucoup pour cette interview, et Merci à puis vous. ben, c'était vraiment très très sympathique, donc ben, ça serait un plaisir ben, de reparler avec vous et Un plaisir. de vous interviewer pour ma chaîne. Avec très très grand plaisir. Ce sera quand vous voulez. Comme je vous ai dit, vous avez mon mail et mon numéro. Je suis à votre entière disposition. Je, je vous remercie infiniment pour ce temps que vous m'avez accordé, pour cette expertise que vous nous avez partagée. Pour moi, ça reste quelque chose de très 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 précieux. Chaque travail, chaque recherche mérite d'être entendu. C'est quelque chose de précieux pour moi. Donc, je suis plus que satisfait, plus que content. Je suis sûr que ma communauté le sera aussi, Monsieur Ponceau. Et un immense merci. Un immense merci, tout simplement. Eh ben, merci à vous et puis ben, à très très bientôt. À très très bientôt, Monsieur Ponceau.